Pourquoi les voyages les plus extraordinaires se feraient-ils toujours à l'autre bout du monde? On peut trouver dans notre petit hexagone des paysages dignes de ce que l'on imagine dans des contrées beaucoup plus exotiques. Ces lieux d'exception sont parfois situés à quelques dizaines de kilomètres d'une bretelle d'autoroute. Mais pour les découvrir, il faut bien sûr sortir des sentiers battus. Alors imaginons que ce voyage extraordinaire se fasse sur les ailes d'un oiseau. C'est sur le dos d'un majestueux aigle pigargue que nous allons parcourir la Bretagne. Le rapace longe les côtes sauvages de Bretagne. L'archipel de Molène à l'extrême ouest, celui des 7 îles au nord. Il se posera en baie de Saint-Brieuc avant de repartir pour explorer les côtes du sud, du cap Sizun à la Ria d'Etel. Puis mettra le cap vers le marais de Vennec avant de terminer son vol dans la mythique forêt de Brocéliande. Les côtes de la Bretagne sont un chaos minéral où l'aigle fait face à un monde plus sauvage que lui. L'aigle pigargue est surnommé l'aigle des mers. Au milieu du millier d'îles et d'îlots que compte la Bretagne, il est sur un territoire dont il pourrait être le seigneur. Quand l'océan n'est pas en furie, il pourrait avoir l'impression de survoler la Polynésie. L'archipel de Molène, souvent chahuté par les tempêtes, évoque lui les îles Aléoutiennes au fin fond de l'Alaska. Mais aujourd'hui l'archipel est calme. Notre aigle s'y aventure. C'est un lieu magique pour le naturaliste Laurent Cocherel, fondateur d'une association au nom évocateur, Terres oubliées. Et pour François Emery, le conservateur de la réserve naturelle. Ah, je les vois là, François. Tu les vois? À marée basse, là, ils ont leurs habitudes, ils viennent se reposer. Et c'est une période cruciale parce qu'ils, contrairement à ce qu'on peut croire, lorsqu'ils sont humides, on ne voit pas qu'ils ont un poil très épais pour se protéger aussi du froid. Et chaque année, ils perdent complètement ce poil et refont un pelage parfait de manière à pouvoir se protéger. Alors, la population est quand même assez fluctuante dans l'archipel. C'est dû, ces fluctuations, à beaucoup d'échanges avec les populations anglaises. Les études menées avec des balises satellites ont montré qu'il y avait aussi une bonne partie des phoques qui réalisent de longs déplacements jusque sur les côtes de Cornouailles, les îles Scilly. Et pour certains d'entre eux, rejoignent les côtes irlandaises, même écossaises, ce qui représente quand même 1200 km de distance. Donc finalement, on pourrait croire que les phoques bretons sont avant tout anglais. Ah, regarde, il est juste devant nous, celui-là, il nous regarde. C'est quand même des animaux naturellement curieux. Il est coopératif. Généralement, sur leur reposoir, ils ont cette posture particulière qu'on appelle la posture de la banane, où ils soulèvent les pattes postérieures et antérieures de manière à éviter le contact avec l'eau ou la roche froide. Une cause de déperdition calorifique. Il évite de perdre de l'énergie, de la chaleur comme ça. L'aigle des mers tournoie autour des kayaks. Il est à l'affût d'un poisson pour le saisir d'un coup de serre. Mais il a repéré des intrus dans cette nature sauvage au milieu des algues laminaires. Deux plongeurs qui se faufilent dans le terrain de jeu des phoques. Emmanuel Donfu, plongeur professionnel, et la chimiste Laure Sevin, tous deux naturalistes sous-marins, explorent les labyrinthes végétaux. Sous l'eau, on se sent transporté aux confins de l'Afrique du Sud, autour des îles de Shark Bay, là où rôdent les grands requins blancs. Les phoques de Molène sont très sensibles à la présence de l'homme qui les a longtemps chassés et demandent du temps pour espérer les approcher. Mieux vaut les attendre
attiser leur curiosité et les laisser venir. Ces mammifères peuvent foncer à plus de 35 km/h, descendre à plus de 130 mètres de profondeur et faire des apnées de près de 20 minutes. Impossible de suivre. Ils trouvent dans les eaux poissonneuses de Molène les 4 à 6 kilos de poissons dont ils ont besoin quotidiennement. T'as vu comme il file sous l'eau? Ah, et puis le phoque, l'apnée, il est un peu champion par nature, quoi. Il a une meilleure gestion de l'oxygène dans son corps que nous. Ouais, il en transporte plus que nous dans son sang en fait. Ouais, il en a plus dans le sang. Et 1 kilo de masse corporelle de phoque Ouais. contient plus d'oxygène qu'un kilo de masse corporelle humaine. Ah oui, 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 carrément. Jusqu'à 2 fois plus, je crois, non? Jusqu'à 2 fois plus. 2 fois plus. En immersion, et c'est ses organes vitaux qui sont alimentés et tout ce qui est périphérique est en sommeil, ce qui permet d'optimiser. D'accord, donc sa circulation sanguine, elle se concentre plutôt sur ses organes nobles et il fait des économies à l'extérieur. Voilà. Bon, Ça. on y retourne. Ouais. Allez. Emmanuel et Laure descendent jusqu'à 45 mètres pour aller observer un corail que l'on trouve aussi dans les fjords de Nouvelle-Zélande. On l'appelle le corail noir parce que son squelette est noir, mais il est entièrement recouvert d'individus à tentacules qu'on appelle les polypes et qui sont blancs. À plus faible profondeur, nos plongeurs trouvent un végétal au talon d'imitateur, le merle, qui ressemble à du corail, mais n'en est pas. Le merle, c'est un terme breton. C'est une accumulation de petites algues calcaires. Ça fait des petits rameaux et c'est rigide. Là, c'est un brin mort. Et par-dessus, quand c'est vivant, donc ça fait une petite couche rouge colorée. Et par contre, elles sont pas fixées. C'est pas trop sensible au courant. S'il n'y a pas assez de courant. Après, toutes les particules qui sont en suspension ou qui viennent de l'extérieur, comme les feuilles mortes, etc., elles vont sédimenter et elles vont les empêcher de respirer ou de photosynthétiser. Donc elles vont mourir après. Donc il faut qu'il y ait un petit courant, mais pas trop. Le merle a toujours été prélevé. Oui, on les utilisait comme amendement dans l'agriculture, parce que ça permet d'apporter du calcaire au sol. Et puis de l'aérer aussi, pour les sols qui sont très très compacts, ça permet d'aérer. On a décidé d'arrêter les prélèvements. C'est comme un patrimoine en Bretagne, les bancs de merle, donc il faut protéger la ressource. Sur le merle, il y a aussi des espèces un peu plus grosses, plus conséquentes, qui vivent. Là, on a trouvé des coquilles Saint-Jacques. Elles s'enfouissent dans le merle. Elles se camouflent évidemment pour pas qu'on les voit, puisqu'elles ont des prédateurs. Il y a des étoiles épineuses, qu'on appelle aussi étoiles glaciaires, là, qui sont des redoutables prédateurs pour les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles réagissent bien dès que l'étoile épineuse les touche, donc elles s'en vont. Et ça les épuise pas mal, hein, parce qu'au bout de 2-3 fois qu'elles font ça, elles sont épuisées pour au moins 24 heures. Mais les étoiles, une fois qu'elles l'ont senti, même si la coquille s'en va un petit peu plus loin, j'ai bien peur qu'elles arrivent quand même à les retrouver. Parce qu'elles ont leur odeur. Voilà, elles ont un odorat très très développé avec leurs petits pieds partout, leurs podia là. Et j'ai bien peur qu'elles finissent quand même par la retrouver, malheureusement. À chacun sa technique de prédation. L'aigle a lui la meilleure acuité visuelle de tout le règne animal. Il peut voir un poisson à 1500 mètres d'altitude. Mais il a besoin que le poisson nage en surface pour lui fondre dessus. À l'inverse des cormorans qui plongent au pied de leur rocher jusqu'à 50 mètres de profondeur pour trouver le leur. Laurent et François essaient de débusquer des patelles, les fameuses berniques bretonnes. Des animaux en danger dès que la marée descend. La bernique tiendrait son nom du breton brenig, qui veut dire petit sein. Ah, ils aiment bien se réfugier sous les fucus. C'est une zone qui garde la fraîcheur. Il y en a une belle là du coup. Ah oui. Elle est encore entrouverte, tu vois, parce qu'il y a encore l'humidité là. Si je la touche logiquement,
On voit bien, hop, le pied qui se fixe, il y a comme un effet ventouse pour conserver une réserve d'eau qui permet d'alimenter, de bien faire fonctionner ces branchies. Et si on la décolle, finalement, elle s'asphyxie. Lorsqu'elles se nourrissent, elles se déplacent sur le rocher, elles peuvent faire jusqu'à 1 mètre de distance. Et elles reviennent exactement au même endroit, de façon à caler sa coquille au millimètre près sur les interstices du rocher. La coquille s'adapte à la surface de la roche. Oui, on voit exactement. Et puis même, la patelle utilise sa langue, c'est une langue râpeuse, pour brouter le rocher, pour s'alimenter des toutes petites algues qu'on trouve sur le rocher. Et d'après les études, on sait aussi qu'elle retrouve sa trace par l'odeur, chimiquement tout simplement. Bon, celle-là, hop, elle se replace, on a vu le petit mouvement. On lui remet ses algues parce qu'elle a besoin de ça pour... Jusqu'à la marée, prochaine marée. Pour survivre. On va aller en chercher d'autres. La patelle détient un record du monde, découvert récemment par les scientifiques. Ses dents microscopiques sont le matériau naturel le plus dur au monde. Laurent et François poursuivent leur quête naturaliste à la recherche d'animaux insolites sur les hauteurs du rivage de la grande île de Molène. Ah, je crois qu'il y en a là. On appelle ça le crachat de coucou parce qu'on voit cette écume apparaître au printemps juste quand on entend le dans les îles et dans nos campagnes. Et à vrai dire, c'est l'œuvre d'une toute petite larve, un insecte qu'on appelle le cercope. On voit tout ce rideau de bulles dont elle s'enduit pour se protéger. Et là apparaissent les 2 petits yeux, les minuscules yeux. Elle produit la mousse en insufflant de l'air par l'anus dans ses déjections liquides. Et elle se recouvre de cette mousse. Elle produit cette mousse pour se protéger des prédateurs. Et c'est aussi un super isolant thermique. Finalement, elle a inventé bien avant l'homme les propriétés isolantes de la mousse alvéolaire. Le pigargue à queue blanche poursuit son vol en mer d'Iroise et remonte le long de multiples côtes escarpées de Bretagne, qui évoquent pour certaines les abords des îles du Kamtchatka à l'extrême est du continent asiatique. L'aigle peut chasser du poisson de façon opportuniste, en volant bas ou très haut dans le ciel en tournoyant pour mieux repérer ses proies. Son vol nous mène jusqu'à ce lieu unique de Ploumanac, où les rochers évoquent les plages des Seychelles et leurs chaos granitiques. Ces massifs de pierres de 300 millions d'années, ressurgis du magma, se laissent polir siècle après siècle par les vagues et le vent. Une équipe de la réserve naturelle nationale des 7 îles met le cap sur l'archipel. Son rôle, étudier et mieux protéger une fragile colonie d'oiseaux au comportement extraordinaire. Notre aigle est tenté d'aller au large taquiner le bar ou le mulet, mais le volume sonore dégagé par la colonie de milliers de fous de bassan est assez dissuasif. 21 000 couples d'oiseaux au surnom de fous parfois bien mérités se reproduisent sur l'île principale de Rouzik. Ce grand rassemblement évoque ceux que l'on peut trouver sur les îles au large des côtes de l'Afrique du Sud. Pascal Provost, le conservateur de cette réserve, gérée par la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et Amélie Lescroel du CNRS font le tour de l'île pour évaluer les zones colonisées pour la reproduction. La réserve des 7 îles collabore avec une trentaine de laboratoires et universités de recherche pour évaluer l'état de son patrimoine marin et terrestre. Il s'agit là d'un observatoire privilégié des changements globaux, notamment climatiques. Ici, sur ce minuscule archipel, se retrouvent 11% des oiseaux nicheurs de France. Aux 7 îles, les scientifiques sont à la recherche de toujours plus d'informations pour améliorer la connaissance et donc la protection de ce joyau.
Amélie Lescroël, assistée de Françoise Amélino, pose des